Début d'une guerre. Dans un instant, nous recevrons Daniel Saada, ambassadeur d'Israël. Il est là dans quelques minutes, restez avec nous. Merci mesdames, messieurs de nous rejoindre et d'être sur LCI. J'accueille à l'instant Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au Proche-Orient, Israël a intensifié ses raids à Gaza après de nouveaux tirs de roquettes du Hamas. Le bilan est dur, une escalade de la violence qui a fait 67 morts côté palestinien, 7 morts côté israélien. On fait un point sur ce qui s'est passé hier et cette nuit. Et dans un instant, je vous retrouve avec l'ambassadeur d'Israël en France. Dans le ciel de la bande de Gaza, le Hamas intensifie ses tirs de roquettes. Scène de violence près de Tel Aviv. Cette voiture aurait tenté d'éviter une manifestation lorsque des militants d'extrême droite l'arrêtent. Le conducteur, un homme arabe, en est extirpé et se fait lyncher. Une scène qui choque, diffusée en direct à la télévision. À Ramallah, de nombreuses scènes de violence se sont produites. Manifestants palestiniens et armées israéliennes se sont affrontés jusque tard dans la nuit. Les crimes que commet Israël contre notre peuple dans toute la Palestine, comme les meurtres et la confiscation des terres, ont provoqué cette explosion populaire et nationale contre l'occupation, l'injustice et l'oppression. Plus tôt dans la journée, Gaza était la cible de l'aviation israélienne. Cette journaliste s'est retrouvée en plein cœur des bombardements. En plein direct, elle voit s'effondrer un immeuble de 10 étages, juste là, sous ses yeux. Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire. J'ai eu une conversation avec le Premier ministre Netanyahou. Mon espoir est que la situation soit résolue aussi rapidement que possible. La nuit a aussi été agitée à Jérusalem, dans le quartier de Sheikh Jarrah, où l'armée israélienne et des manifestants palestiniens se sont affrontés. Monsieur l'ambassadeur, je vois mes collègues journalistes un peu embarrassés. Certains parlent de tension au Proche-Orient, d'autres d'escalade. Ce qu'on voit là, c'est une guerre. Une guerre. Une guerre, parce que je ne crois pas qu'on peut appeler ça autrement. 1612 missiles ont été tirés intentionnellement sur des zones civiles pour essayer de tuer des civils. C'est une guerre, il n'y a pas d'autre mot. Vous ciblez des dignitaires du Hamas, dites-vous, mais on voit bien que des populations civiles sont touchées, tuées. On parle d'enfants également à Gaza. On ne peut pas faire autrement? Vous savez, c'est très difficile lorsque le Hamas utilise leur propre population, leurs propres citoyens, leurs propres enfants comme des boucliers humains. On le voit bien, la plupart des tirs sont à partir d'immeubles dans lesquels on enferme des civils en espérant obtenir un double objectif. En tirant des missiles sur des zones civiles israéliennes, tuer le plus de civils israéliens et en espérant faire en sorte que la réponse israélienne tue le plus de civils palestiniens. C'est l'objectif du Hamas. C'est un double crime de guerre, puisqu'ils utilisent des boucliers humains par leur propre population, mais aussi ils essayent de tuer le plus de civils du côté israélien. Quel est l'objectif d'Israël alors? Nous défendre dans un premier temps. Nous sommes obligés de nous défendre comme n'importe quel autre État au monde aurait fait. Imaginez 1612 missiles qui tomberaient sur Paris. Imaginez si cette nuit 430 missiles étaient tombés sur Paris. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On se serait défendu. Comment cette histoire est née? Une décision de justice d'un tribunal à Jérusalem qui, il y a quelques mois, au mois de janvier, décide de permettre à des Israéliens juifs de s'installer dans un quartier où vivaient des familles arabes, quelques familles seulement. C'est ça le point de départ de ce qu'on voit ici? Je comprends votre stupéfaction et je la partage, parce qu'il n'y a strictement rien à voir entre ces débats juridiques qui accompagnent régulièrement, ce n'est pas nouveau, il y en a pratiquement chaque semaine devant les tribunaux israéliens sur ce genre d'affaires. Donc ce n'est évidemment pas cela. Ce qui s'est passé, c'est que les élections palestiniennes, par la décision du Fatah, de l'autorité palestinienne, de les reporter, une fois de plus, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élection du côté palestinien, ils ont décidé de les reporter parce qu'ils ont craint de voir le Hamas remporter non seulement la bande de Gaza, mais la Cisjordanie. Et le Hamas, qui a perdu l'occasion de gagner dans les urnes, essaye de le faire aujourd'hui avec ses bombardements. On a l'impression, je vais vous passer le micro, Rachel Binas et Jean-Luc Manot, on a l'impression quand même que deux personnes dans cette réalité nouvelle, qui est une guerre,
qui est en train de naître, sortent renforcer d'abord le chef du Hamas. Il n'y a pas d'élection, effectivement, mais le Hamas a besoin d'exister. Je rappelle que c'est une organisation terroriste. Hein. Il s'est exprimé hier, il est devenu en quelque sorte un chef de guerre. Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. S'ils veulent retirer leurs mains de Jérusalem, nous sommes prêts. Oui, vous entendez ça? S'ils veulent retirer leurs mains de Jérusalem, nous sommes prêts à parler. C'est une rhétorique que nous entendons depuis plus de 20 ans. Mais c'est eux qui sont les responsables de la violence. C'est eux qui tirent des missiles sur des civils. C'est eux qui utilisent leurs enfants en bouclier humain. Puisque vous parlez de rhétorique, écoutez un autre chef de guerre, Benjamin Netanyahou, qui n'était pas dans une position très favorable sur le plan politique il y a encore quelques semaines et qui, là, est désormais un chef de guerre. Depuis hier, l'armée a mené des centaines d'attaques contre le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Nous avons éliminé des commandants, touché beaucoup de cibles importantes et nous avons décidé d'attaquer plus fort et d'augmenter le rythme des attaques. Le Hamas va se prendre une raclée à laquelle il ne s'attend pas. Je ne sais pas si c'est très bien traduit, mais le Hamas va se prendre une raclée à laquelle il ne s'attend pas. L'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin avait l'habitude de dire « Nous n'avons pas pour voisins le Luxembourg ou la Belgique ». Je ne sais pas pourquoi il choisissait toujours ces deux pays. Ce qui veut dire que nous avons, nous, comme voisins, le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Donc ce sont des organisations terroristes, comme vous venez de le rappeler, et nous devons faire avec. Salman Erfi est le chef de la mission palestinienne en France. Il s'exprime pas mal dans les médias. Écoutez ce qu'il dit aujourd'hui de la politique de l'État que vous représentez chez nous en France. Le problème essentiel, c'est l'occupation israélienne de territoires palestiniens. Chaque jour, dans chaque ville, il y a des maisons qui étaient démolies, il y a des populations qui étaient transférées. C'était un nettoyage ethnique qu'il fait, M. Netanyahou, contre la population palestinienne. Il sera l'invité ce soir d'ailleurs sur LCI de Darius Rochebin, nettoyage ethnique. Vous savez, le jour où les Palestiniens cesseront avec cette terminologie inutile, nettoyage ethnique, apartheid, etc., à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça fait 73 ans que nous demandons qu'une seule chose, arrêtez la violence, arrêtez le terrorisme, asseyez-vous à la table de négociation et nous avancerons. Vous savez, le président Sadat, lorsqu'il est venu à Jérusalem, il a dit deux choses. J'arrête la violence, j'arrête la guerre et je reconnais Israël. En échange, il a reçu l'intégralité du Sinaï jusqu'au dernier grain de sable. Que les Palestiniens fassent la même chose, qu'ils aient le même courage. Et vous verrez que les choses changeront. Rachel Binas? Quand on parle de nettoyage ethnique, il suffit simplement de s'intéresser à Israël ou de s'y rendre pour constater que 20% des Israéliens sont des Arabes israéliens qui sont parfaitement intégrés à la société, qu'ils sont pharmaciens, chauffeurs de bus, même maires de certaines villes, que certains font même leur service. Députés, juges à la Cour suprême, médecins, universitaires, continuez. On pourrait dire qu'Israël a quand même un petit peu raté son nettoyage ethnique là, en la matière. Ensuite, si on revient rapidement sur le contexte, en effet, il y a deux choses, en fait, deux éléments qui vont se croiser, qui vont déclencher ces violences. Les élections dont vous parliez, les élections dites de réconciliation qui devaient se tenir le 23 mai, les premières élections libres qui devaient se tenir à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Monsieur Abbas a décidé de les annuler, il a expliqué que c'était la faute d'Israël. En réalité... Là, aujourd'hui, Jérusalem n'a pas une grosse responsabilité sur le fait que ces élections ne se tiennent pas. Alors en réalité, il sentait qu'il perdait du terrain, que son parti avait du mal. Exactement, son parti avait du mal et donc il a préféré les annuler. Le Hamas a très mal pris la chose et donc tente par la violence de gagner un petit peu de terrain. Au même moment, à Jérusalem-Est, en effet, alors je ne sais pas ce que M. Caron expliquait tout à l'heure, on n'est pas en train d'exproprier... De qui parlez-vous? Adémeric Caron qui était l'invité là tout à l'heure et qui a dit un certain nombre de bêtises, je me permets de les reprendre parce que là c'est des faits complètement vérifiables. Il y a en effet une action en justice qui est intentée pour des titres de propriété, c'est-à-dire que des juifs orthodoxes réclament des maisons, ils auraient un titre de propriété datant d'avant 48, ils réclament donc des maisons qui sont aujourd'hui occupées par des Palestiniens à Jérusalem-Est. Je le dis à ceux qui nous écoutent, ce que vous dites est important.
car c'est la genèse de ce conflit qui a débordé sur des... il y a eu un certain... Le conflit est bien plus ancien. Non, mais j'entends bien. Mais ce nouveau... C'est de là que ça part. Ah oui, c'est parti de là. La Cour suprême... Donc on récapitule, pardon. Des Israéliens ont un titre de propriété... Aurait, parce que la Cour suprême doit encore trancher. D'accord. D'avant 48 D'avant 48 à Jérusalem. Sur certaines maisons, je crois qu'on parle de 4 familles, oui. Et donc veut le faire valoir. Ces maisons qui sont occupées par des Palestiniens depuis un certain nombre d'années. Donc ça s'est porté Israël, pays démocratique. Les tribunaux ont rendu des décisions, des familles ont jugé qu'elles n'étaient pas bonnes, et ils ont décidé de porter ça jusqu'à la Cour suprême, qui est plutôt de tendance libérale. La Cour devait rendre son avis. Elle ne l'a pas fait à cause des tensions qu'elle voyait naître. Oui. On peut penser que l'avis était peut-être favorable aux Juifs, et donc c'est pour ça qu'elle a préféré reporter la décision. Ce qu'il faut parler, c'est la dispersion un peu musclée et virile d'une manifestation, de manifestations de soutien aux familles palestiniennes. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. Il y a eu la décision de justice dont vous parlez. Je suis désolé de disséquer tout ça, monsieur l'ambassadeur, parce qu'on parle de la genèse de ces tirs qui tuent tous les jours. Il y a eu une manifestation à Jérusalem. Quand vous disséquez, vous relevez par exemple que ça a duré 3 semaines, cette flambée de violence, avec les réactions policières pour essayer de rétablir l'ordre. Il n'y a pas eu un seul mort pendant ces 3 semaines. Il y a eu des images très fortes, il y a eu beaucoup de violence, mais il n'y a pas eu un seul mort. Pourquoi ? Parce que nous avons fait preuve de retenue, parce que nous sommes conscients du caractère explosif de Jérusalem. Nous sommes conscients de ce que, à partir d'événements mineurs, peuvent partir, les étincelles peuvent s'allumer. Et nous faisons tout pour faire tomber la tension, pour baisser la tension, alors que du côté du Hamas, on a tout fait pour attiser le feu et pour lancer cette vague de violence. C'est ça qui est important. Vous êtes conscient de cela, et pourtant, dans l'histoire de cette expulsion des familles dans le quartier de Sheikh Jarrah, il y a derrière des manifestations palestiniennes que vous réprimez de façon un peu musclée, sans doute un peu trop. Il y a sans doute des vexations, on dirait nous en France, des vexations communautaires qui s'expriment, et sur cette base-là, ça explose, Jean-Luc. Oui, enfin, tout ça est vrai. Bien sûr que c'est le moment où c'est l'étincelle qui peut mettre le feu à la plaine. Mais enfin, écoutez, il paraît assez évident, malgré tout, que la logique du Hamas, c'est d'incendier la plaine régulièrement. Donc, si vous voulez, quand on regarde les éléments, vous avez d'un côté une répression. Alors peut-être que c'était pas exactement comme ça qu'il faut faire pour repousser je ne sais pas quelle manifestation. On peut toujours avoir une discussion là-dessus, et Dieu sait que les Israéliens en ont. À chaque fois qu'il y a une manifestation, une présence de la police, il y a 3 commissions d'enquête, il y a 10 articles de journaux, enfin... C'est l'endroit où on enquête le plus sur son armée et sa police. Il n'y a pas d'endroit au monde où il y a plus d'enquêtes faites par l'État et le Parlement là-dessus. Mais vous avez d'un côté donc une action de police, vous avez de l'autre côté 1500 requêtes. Enfin, simplement, on se dit 1500 requêtes. Enfin, imaginez qu'effectivement, ici, on a une situation où, à la fin d'une manifestation dont on estime qu'elle a été un peu bousculée trop vivement, on nous envoie 1500 requêtes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important, moi, je me suis déjà exprimé ici, je ne suis pas un fanatique de la politique du Premier ministre israélien. Je désapprouve en particulier la tentation permanente d'étendre les implantations israéliennes, les implantations juives sur un certain nombre de territoires. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Mais là, je n'ai pas de doute sur la nécessité impérieuse pour notre pays d'être totalement solidaire d'Israël. Car en réalité, nous sommes face à des provocations qui sont des provocations multiples. Et puis, je veux dire, comme ça, de manière générale, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, c'est la caricature, quoi. Israël vote trop et tout le temps, et les Palestiniens votent jamais, quoi. Alors, je vais dire, même si je préférerais qu'un jour il y ait une solution gouvernementale qui est réelle en Israël, je préfère quand même, comme critère discriminant, une démocratie par rapport à un endroit où on ne vote pas. Est-ce que ce que vit en ce moment Israël et Gaza n'est pas de nature à renforcer le poids politique, pas que politique, militaire sans doute, mais politique, du Hamas? Elle n'est pas là l'inquiétude aujourd'hui d'Israël? Le poids politique du Hamas
pour des raisons que je ne m'explique pas à titre personnel, parce que je crois sincèrement que si j'étais palestinien, je ne ferais pas le choix du Hamas. Je ferais le choix de ceux qui veulent engager un dialogue, je ferais le choix de ceux qui veulent essayer de négocier pour arriver à la paix, parce que j'ai en face un partenaire qui veut la paix et qui l'a montré avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, avec le Maroc. Nous avons montré que lorsque nous tendons la main et lorsque cette main est prise, eh bien, il y a la possibilité de faire la paix. Comment réagissent vos amis du monde arabe, justement, vos alliés? Vous avez parlé du Maroc, vous avez parlé des Émirats Arabes Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces moments difficiles, ils invitent, par exemple, le Hamas à mais vous savez, le Hamas... y a-t-il eu des réactions des Émirats Arabes Unis, du Maroc? Le mime Marceau. Pour une raison toute simple. Le mime Marceau, dites-vous. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais le Hamas, c'est extraordinairement modéré. C'est le bras armé de l'Iran. Et l'Iran est l'ennemi de ces pays. C'était ma question suivante. Est-ce qu'il faut voir dans ce que vit aujourd'hui le Proche-Orient, dans cette guerre qui semble démarrer sous de bien mauvais auspices, est-ce qu'il faut voir la main des mollahs et de l'Iran? Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, tous ces missiles coûtent des millions de dollars. D'où vient l'argent, pensez-vous? D'où vient l'argent? L'Iran et le Qatar. L'Iran et le Qatar. L'Iran en particulier, c'est le bras armé de l'Iran. Lorsque, à Vienne, on essaye de renégocier l'accord pour essayer d'inclure les tentatives de déstabilisation régionale de l'Iran, nous sommes au cœur. Mais c'est pas Israël c'est pas la politique de l'État israélien, même encore, je l'ai dit tout à l'heure, je la trouve contestable à certains égards. Qu'est-ce qui renforce fondamentalement le Hamas? C'est l'incompétence et l'incapacité du Fatah. La corruption. Oui. Et la corruption du Fatah. La corruption. Et c'est le fait que le Fatah ne s'impose pas comme un interlocuteur de paix. Pour parler de la paix, il faut le vouloir. Ça veut dire que il faut avoir un interlocuteur. n'a pas d'héritier. Arafat n'a pas d'héritier. Oui, et en plus, quand il y avait Arafat, il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour aller à la négociation de paix, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais vous montrer ce qu'on appelle une réaction prudente, monsieur l'ambassadeur. Peut-être aurez-vous un avis à exprimer sur la réaction justement du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, suite à cette montée, cette flambée de violence en Israël et à Gaza. Le cycle des violences en cours à Gaza, à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie et dans plusieurs villes d'Israël, risque de conduire à une escalade majeure. En moins de 15 ans, la bande de Gaza a connu 3 conflits meurtriers. Tout doit être fait pour en éviter un 4e. Voilà, Rachel Binas, bon voilà, c'est la guerre, c'est pas bien. Oui, mais je pense pas. J'attendais pas autre chose, en fait. C'était difficile de s'attendre à un autre discours. Il y a 2 éléments. Non, je suis désolé, mais Biden a dit. Israël a le droit de se défendre. Oui, Israël a le droit de se défendre. Biden a pris aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, mais je veux dire, c'est la position traditionnelle de la France. Non, lors du précédent, la précédente flambée de violence qu'il y avait eu en 2012, le président Hollande avait expressément assuré qu'Israël avait le droit de se défendre, ce qui est une logique. C'est ça. C'est une logique. Mais ça sera pas Attendons, peut-être que ça viendra. Attendons, peut-être que ça viendra. Oui, ce que fera sans doute le président français, car c'est sa ligne constante. Ensuite, il y a 2 choses, et c'est important de l'avoir à l'esprit, je pense, parce que c'est ça qui va en fait nous occuper pas mal de temps. Alors il y a bien sûr ce conflit, cette guerre entre Israël et le Hamas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors le Hamas, est-ce qu'on a encore besoin de rappeler que c'est un groupe terroriste profondément antisémite? Dans sa charte, c'est extrêmement clair. Mais je crois que vous avez raison de formuler les choses ainsi. A-t-on besoin de rappeler? Oui, on a parfois besoin de rappeler. Je voudrais juste dire qu'il y a des... Pardon de vous interrompre, je vous repasse le micro. J'ai la liste sous les yeux des manifestations anti-Israël qui vont se dérouler en France. Mesdames, messieurs, prenez vos agendas. Ce soir, ils ne sont pas obligés. Il y en a absolument partout. Bon, je vais renoncer. Paris Invalide, Sarcelles, 17h, Lyon, samedi, Guinseur à Barbès, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Nîmes, Lille, Metz, Montpellier, Saint-Étienne. Voilà. Je remarque la formulation que vous avez utilisée. Ce ne sont pas des manifestations de soutien aux Palestiniens dont on aurait pu penser qu'elles puissent être légitimes. Ce sont des manifestations de haine contre Israël. Ce sont des manifestations de haine, souvent, comme on a pu le voir dans le passé,
anti-juive, antisémite, parce que tous ces gens qui vont aller dans ces manifestations, pour la plupart d'entre eux, n'ont absolument rien à voir avec les Palestiniens. La seule chose qui les fait sortir dans la rue, c'est leur haine d'Israël. Et nous savons aujourd'hui, et nous le répétons, que la haine d'Israël est l'un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'antisémitisme moderne. Et je veux espérer que tous prendront la mesure de cette dimension. Rachel Binat. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais juste, on parle de ce qui se passe en ce moment, vous l'avez dit, c'est une guerre. J'aimerais juste que vous me donniez votre avis sur l'affaire, le verdict qui a été rendu par la justice française sur l'affaire de Sarah Halimi. Et les avocats de Sarah Halimi, fort déçus que le crime n'ait pas été reconnu, qui se tournent vers la justice israélienne. Oui, en effet, il y a une disposition de la justice israélienne qui permet de déposer des plaintes en Israël pour des faits d'antisémitisme à l'étranger. On va voir si dans ce cas précis la justice pourra se saisir, mais je crois que votre question n'est pas totalement étrangère du débat que nous avons depuis tout à l'heure. Je rappelle que l'assassin de Sarah Halimi fréquentait une mosquée salafiste, il était radicalisé et il a tué, torturé et violenté cette femme au cri de Allah Akbar. Et je ne suis pas sûr que des débats d'argutie juridique soient la meilleure réponse face à la radicalisation et face à l'islamisme. Parce que cela donne comme résultat ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Cela donne, lorsqu'on est faible face à l'islamisme, eh bien on reçoit des missiles et on doit se battre comme nous le faisons aujourd'hui. Donc le débat est exactement le même. Comme je vous ai honteusement, il nous reste 30 secondes, je vous ai honteusement coupé. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise quand on parle de la situation française, parce que je pense que beaucoup de Français et beaucoup de Français juifs se battent pour ne pas importer justement le conflit. C'est trop tard. Hein. Non, je pense que c'est bien aussi de ne pas commenter parfois une décision qui appartient à la France. Ensuite, je terminerai simplement, puisqu'il me reste très peu de temps. Il y a en effet ce conflit entre le Hamas et Israël qui est une chose, mais il y a également la question de la paix sociale à l'intérieur même des frontières d'Israël qui se joue. Et l'importance, selon moi, pour Benyamin Netanyahou, à aucun moment de tergiverser sur ces mouvements qu'on a vus d'extrême droite qui se livrent à des violences qui sont tout à fait condamnables et qui en Israël qui visent des Arabes et qui, selon moi, doivent être de ces images qu'on a vues tout exactement, à l'heure. exactement. Il y a eu également des exactions dans l'autre sens. Hein. Oui, pour revenir dans l'autre sens. Tout à fait. Dans les deux sens, Mais il y a également ce mouvement-là qui... Il va y avoir des manifestations, vous le disiez. Moi, je pense que... 10 secondes, Jean-Luc. D'accord, je pense que les organisateurs ont tort, mais ils ont le droit de le faire. La dernière fois qu'il y avait des manifestations pro-palestiniennes, des élus de la République étaient dans ces manifestations. Et il y a des gens dans ces manifestations qui ont crié « Juifs hors de France, mort aux Juifs ». Et ces élus de la République n'ont pas quitté la manifestation. Je les implore de quitter les manifestations au premier terme antisémite qui sera prononcé dans ces manifestations, sinon ils se déshonorent. Merci Jean-Luc Manot, merci Rachel Binas, merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur d'être venu vous livrer un exercice inhabituel pour vous. C'était pas une interview, c'était plus une conversation politique et c'est très courtois de votre part d'en avoir accepté le principe.